Mesdames, Messieurs, bonsoir. 20h sur la RTS, le journal. Voici les titres. Bassirou Diomaye Diakhar Faye et Bola Tinubu revisitent la coopération entre le Sénégal et le Nigeria. Le président sénégalais et son homologue nigérian ont eu leur premier tête-à-tête ce matin à Abuja. Le chef de l'État effectue une visite de travail et d'amitié au Nigeria avant de se rendre au Ghana. Prévenir avant de guérir, c'est l'option du gouvernement pour mieux gérer les inondations. Le Premier ministre décline la stratégie. L'État va arrêter les constructions dans les zones non édificantes. Ousmane Sonko pointe du doigt les actes d'indiscipline et les négligences. Il avertit, il présidait en conseil ministériel sur le phénomène. Le BRT refuse du monde au départ comme à l'arrivée. C'est le grand rush après 2 jours de mise en service. Le bus Rapid Transit a acheminé quelques 300 000 voyageurs par jour. Satisfaits du service, les usagers demandent cependant la réduction des tarifs. Et puis le débat sur la renégociation des contrats de partage de production des hydrocarbures fait rage dans certains cercles. Accord des parties, recours à l'arbitrage. Que faire s'il y a infraction? Le dispositif législatif propose toutes ces options. Toutefois, certains estiment que le Sénégal doit s'appuyer sur le levier coût pétrole. Quelles pourraient être les conséquences sur le climat des affaires? Éclairage dans la rubrique économie du jeudi. Bienvenue à tous. En visite d'amitié et de travail au Nigeria, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye s'est entretenu avec son homologue Bola Tinubu. Les 2 chefs d'État ont passé en revue la coopération bilatérale avec la volonté de la hisser à un niveau stratégique. Le reportage de nos envoyés spéciaux, Mamadou Belem et Omar Ning. Ce déplacement du président Bassirou Diomaye Faye à Abuja reste dans la dynamique de consolidation des liens avec les pays voisins de l'Afrique de l'Ouest. Ici, l'usage est respecté avec un accueil à la fois chaleureux et solennel. Le Sénégal et le Nigeria entretiennent de bonnes relations culturelles et religieuses séculaires. Leur appartenance à la CEDEAO, où ils sont des pays leaders, leur rayonnement diplomatique international et leur engagement commun sur les questions de sécurité et de développement sont également des éléments qui confortent l'amitié fraternelle. Arrivé au palais de la République, le président Bassirou Diomaye Faye a été accueilli par son homologue, le président Bola Tinubu, dans une atmosphère empreinte d'une grande cordialité. Les 2 chefs d'État ont passé en revue la coopération bilatérale que les 2 gouvernements comptent porter à un niveau stratégique à l'image des liens qui unissent les 2 pays. Le président hôte, Bola Tinubu, après avoir félicité le président Bassirou Diomaye Faye pour son élection à la tête du Sénégal, l'a remercié pour cette visite d'amitié et de travail qu'il effectue ici au Nigeria. De même, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s'est dit honoré d'être accueilli chaleureusement avec sa délégation par le président Bola Tinubu ici au Nigeria. Le président de l'Assemblée nationale du Cap-Vert effectue une visite de travail, une visite officielle au Sénégal ce matin. Une séance avec son homologue sénégalais a été tenue en présence des parlementaires des 2 pays. Au-delà de la rencontre, une visite des sites culturels dans la capitale sénégalaise figure dans l'agenda. Damsila. En visite officielle au Sénégal, le président de l'Assemblée nationale du Cap-Vert et son homologue du Sénégal ont profité de l'occasion pour tenir cette séance de travail. La rencontre a permis aux 2 parties d'échanger sur les stratégies à mettre en place pour mieux renforcer la coopération bilatérale et parlementaire. Les relations entre le Sénégal et le Cap-Vert doivent aller au-delà des domaines institutionnels traditionnels. Elles doivent porter sur des échanges culturels, sportifs, académiques, artistiques, commerciaux, entre autres, avec des actions qui peuvent promouvoir et intensifier les contacts et les échanges entre les citoyens et les organisations socio-professionnelles des 2 pays. Le Sénégal et le Cap-Vert sont 2 pays qui entretiennent depuis toujours d'excellents rapports. Ces solides relations seront renforcées par les 2 parlements à travers des conventions et partenariats au grand bonheur des peuples respectifs.
La convergence de vision de nos deux parlements en faveur de la coopération interparlementaire, tant à l'échelle régionale, continentale et internationale, se nourrit de ces valeurs en partage. Notre vision commune d'une région africaine intégrée dans une Afrique émergente et un monde plus juste et solidaire s'abreuve à n'en point douter de cette source féconde de l'amitié, du bon voisinage et du brassage entre nos deux pays et peuples. Cette visite officielle du président de l'Assemblée nationale du Cap-Vert va se poursuivre jusqu'au 19 mai prochain. Au-delà de cette séance de travail et de la signature du livre d'or, la délégation capverdienne va aussi se rendre dans des sites culturels de la capitale sénégalaise. Près de 2 mois nous séparent de l'hivernage. L'État mobilisera les moyens nécessaires pour prévenir les inondations. On s'attend à des pluies précoces et à des phénomènes exceptionnels. Le Premier ministre invite l'ensemble des acteurs à la rigueur et au patriotisme. L'État va arrêter les constructions dans les zones non édificantes. Le Premier ministre, qui présidait un conseil interministériel sur la question, attire l'attention sur les négligences et les actes d'indiscipline. Aramnaoua. Encore une fois, le Premier ministre veut éviter la répétition des mêmes résolutions et des mêmes pratiques. La gestion des inondations ne dérogera pas à la règle du changement. Ceci veut dire simplement que l'État du Sénégal, jusqu'à présent, a appliqué la même méthode et les mêmes pratiques qui n'ont pas produit les résultats attendus, puisqu'on a l'impression de faire du surplace. Et chaque année, avec son lot d'inondations, il n'y a pas une pluviométrie vraiment exceptionnelle qui puisse justifier des inondations massives. La vérité, c'est que les négligences étatiques et administratives particulièrement, et l'indiscipline citoyenne quelquefois, sont la cause des situations que nous vivons dans beaucoup de zones du pays. Le format des conseils interministériels devra changer d'approche dans les prochaines années. En attendant, le Premier ministre s'attend à une correcte application de toutes les mesures. Les services de l'État sont tous interpellés. S'il devait y avoir des inondations qui inquiètent, ça devait se passer dans le sud du pays et le sud-est du pays, mais pas à Dakar certainement. Nous connaissons les causes et nous allons trouver les moyens pour injecter le maximum de ressources dans le règlement définitif, étant entendu qu'il restera toujours des problèmes liés à certaines zones, mais l'État fera le maximum. Trouver des moyens suppose aussi que ces moyens soient utilisés à bon escient. Et c'est pourquoi les moyens qui ont déjà été déployés, depuis quelques années, on nous a parlé d'une enveloppe de 717 milliards affectés à la construction d'ouvrages de drainage. Cette enveloppe fera l'objet d'un audit approfondi pour que nous puissions savoir à quoi elle a été utilisée. Autre chantier, la lutte contre l'anarchie et les constructions dans les zones non édificantes. Plus de 3500 cas d'occupation de voies naturelles d'évacuation, rien que dans la région de Dakar. C'est pourquoi nous allons instruire les services compétents pour mettre un terme à toutes les constructions anarchiques sur des zones non édificantes ou celles qui ont été édifiées sur des voies d'évacuation. Et sur celles qui ont été édifiées sur des voies d'évacuation, nous n'hésiterons pas à libérer ces emprises pour que l'évacuation normale des eaux puisse reprendre. Et à côté de ces actions de l'État, nous continuerons à lancer un appel à la mobilisation citoyenne. Je donne souvent un exemple, ce que nous avons pu faire à Ziguinchor, où pendant 2 ans, on n'a jamais eu recours à des entreprises pour faire le travail qu'il fallait faire. Avec une bonne mobilisation citoyenne, les caniveaux ont été régulièrement curés, les rues nettoyées, sans que la mairie ait eu à débourser le moindre fonds. C'est dans ce sillage qu'une journée citoyenne est prévue le 1er juin sous la houlette du chef de l'État. Le Premier ministre appelle à une mobilisation patriotique pour nettoyer et curer
en direction de l'hivernage. Et puis, les mesures à respecter cette année touchent en premier des actions préventives telles que la finalisation des travaux et le recensement du matériel existant durant l'hivernage. Il s'agira d'accorder une attention particulière à tous les points critiques. Nous écoutons à ce propos le ministre secrétaire général du gouvernement. En ce qui concerne les actions préventives, le Premier ministre engage le ministre chargé de l'assainissement en relation avec les ministres concernés à procéder au recensement exhaustif du matériel antérieurement acquis au plus tard le 15 juin 2024. À finaliser en relation avec le ministre chargé du numérique la cartographie des zones inondables avant la fin du mois de juin 2024. Monsieur le Premier ministre invite le ministre chargé de l'assainissement en relation avec le ministre chargé des collectivités territoriales et le ministre chargé des Finances à faire prendre d'urgence les dispositions utiles, notamment par l'ONAS, la DGPI, l'ADM et la GEROUTE pour la finalisation des travaux en cours au niveau des zones critiques identifiées dans les départements de Dakar, de Pikine, de Fatick et de Mbacké, ainsi que dans la ville de Sédhiou. Monsieur le Premier ministre invite le ministre chargé de l'Intérieur à mettre à jour le recensement exhaustif et la catégorisation des moyens publics et privés mobilisables sur l'ensemble du territoire national en cas de forte inondation susceptible d'entraîner le déclenchement du plan Orsec. Le Premier ministre engage le ministre chargé de l'assainissement en synergie avec le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, les ministres chargés des forces armées, des collectivités territoriales et des transports, à veiller à la mise en place d'un dispositif de pompage performant en positionnant des motopompes de grande capacité sur les points endémiques déjà identifiés. Le Premier ministre engage le ministre chargé de l'assainissement à veiller à l'opérationnalisation de la police de l'assainissement pour lui permettre de jouer pleinement sa mission de prévention et de sanction des infractions en lien avec les inondations. Ils sont une trentaine, ils s'engagent à servir la corporation dans le respect de l'éthique et de la déontologie. Engagement pris par les nouveaux architectes, membres de l'Ordre national des architectes du Sénégal. Ils ont prêté serment ce matin au tribunal de Dakar. Ils disent mesurer la responsabilité de la tâche qui les attend. Ibrahim Ondong. L'audience de la validation ou l'étape ultime avant l'exercice de leur métier. Avec cette prestation de serment, ces architectes peuvent désormais exercer légalement leur travail. La prestation de serment, une formule facile à prononcer, un geste anodin, mais plein de ces mots. Déjà, les récipiendaires mesurent la charge. On se rend compte que c'est une lourde charge qui nous attend et c'est un travail vraiment de probité surtout et qu'on va devoir faire vraiment loyalement pour mieux servir la communauté et le peuple en fait. Vraiment c'est un vrai honneur et c'est une vraie fierté également d'avoir prêté serment ce jour-là parce qu'on a beaucoup galéré pour attendre ce jour-là. Donc c'est une grande fierté aujourd'hui d'être venu ici pour prêter serment. Cet art de concevoir et de construire un bâtiment selon les règles techniques et esthétiques relève de la compétence de l'architecte. Un travail séduisant certes, mais qui nécessite beaucoup d'ingéniosité et d'adaptation, surtout au moment où le dérèglement climatique et ses conséquences ne cessent de constituer une question d'actualité. Se mettre ensemble et créer une harmonie parce qu'il s'agit du cadre de vie et que tout le monde en fait est concerné par ce cadre de vie. Et face à ces défis climatiques, tout le monde doit être résilient face à ces défis afin de répondre à une architecture durable. Il y a les règles, il y a les codes de l'urbanisme pour chaque zone qui doivent être respectés. Malheureusement, certaines règles ne sont pas respectées. L'exercice du métier d'architecte est bien encadré au Sénégal. Les dispositions de la loi de mars 2021 sont bien claires. Qui stipule que l'exercice de la profession d'architecture est dévolu entièrement à l'architecte inscrit au tableau de l'ordre. Nul ne peut exercer la profession d'architecte s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre. Nos autorités sont nos autorités. Il leur est dévolu certaines prérogatives, mais en respectant la loi, les architectes sénégalais devraient se retrouver autour de tout grand projet.
L'importance que constitue le rôle de l'architecte dans la construction ne souffre d'aucune contestation. C'est pourquoi il doit être à cheval sur les principes d'éthique et de la déontologie. Ce code veut que l'architecte soit transparent, soit rigoureux, mais soit loyal. Un architecte ne présente pas un projet, ne le valide pas en le minorant simplement pour obtenir la clientèle. Si un immeuble est mal construit, parce que l'architecte, pour avoir le marché, a minoré les coûts, mais si l'immeuble s'écroule, ce sera en partie de sa faute, mais les victimes vont dépasser sa personne. Parole d'un sage à l'endroit des récipiendaires. Ils sont au total 31 à obtenir le quitus d'architecte, une consécration après une formation de 5 dures années. Il y a des architectes, mais il y a également des techniciens de l'information et de la communication sur le marché de l'emploi. Ils viennent du Centre d'études des sciences et techniques de l'information, le CESTI, qui met sur le marché de l'emploi 33 nouveaux journalistes. La 51e promotion est composée de Sénégalais, de Guinéens, Mauritaniens, Béninois et Camerounais. Ils sont appelés à prendre comme modèle leur marraine, Eugénie Rokhaya Ndiaye, journaliste et ancienne directrice du CESTI de 2005 à 2011. Mamadou Sakine. Ils sont 12 diplômés en télévision, même nombre en presse écrite et 9 en radio. Après 2 ou 3 années, selon le niveau d'entrée, d'énormes sacrifices, ces CESTiens sont heureux de faire partie de la corporation, des journalistes prêts à relever les défis. Nous prenons pleinement conscience de l'importance de la tâche qui nous attend et de la responsabilité qui nous incombe. Mais heureusement, le CESTI n'aurait pu nous choisir meilleure référence. Eugénie Rokhaya Aou. Ces professionnels sont appelés à s'inspirer de leur marraine, Eugénie Rokhaya Aou Ndiaye, c'est-à-dire respecter strictement les règles d'éthique et de déontologie. Il y a un bon usage des moyens nouveaux de l'information. Faites-les prévaloir le plus rapidement possible. Vous avez le devoir et l'obligation de répondre à ces défis, tout en restant fidèle à votre rôle de gardien de l'information. Cela signifie rapporter les faits de manière neutre, sans laisser de place à des opinions personnelles et émotionnelles. Elle avait le verbe haut, elle avait les arguments. Bref, elle avait le savoir qui faisait du bon journaliste un généraliste qui connaît un peu de tout, mais suffisamment de tout pour faire un bon reportage, soutenir une interview, mener une enquête. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation exhorte les récipiendaires à faire de l'éthique de la responsabilité leur credo. L'absence d'éthique, le manque de distanciation critique par rapport aux faits doivent être proscrits dans votre pratique du journalisme et c'est seulement de cette manière que l'apport des médias sera bénéfique dans l'approfondissement de la démocratie. Pour une continuité de la qualité de la formation, la direction du CESTI mise sur l'apport de l'État. Nous avons réussi à réhabiliter le bâtiment principal, mais les 2 salles de classe de ce bâtiment ne peuvent pas contenir 6 formations et 330 étudiants. Nous sommes à l'étroit et le bâtiment est devenu vétuste. Nous venons ainsi de connaître ce que signifie avoir des problèmes de disponibilité des salles. C'est une nouveauté au CESTI. École panafricaine, le CESTI a formé plus d'1 millier de journalistes en un peu plus d'un demi-siècle. 2024, la Mauritanie est le pays invité d'honneur de la cérémonie de graduation de la 51e promotion, avec la première diplômée de cette école ressortissante de ce pays. Stabilité du calendrier des universités sénégalaises. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation annonce une rencontre le mois prochain avec l'ensemble des acteurs du monde universitaire. Déclaration faite justement en marge de la cérémonie de remise de diplôme à la 51e promotion du CESTI. Le voici au micro de Mamadou Sakine.
Depuis au moins une dizaine d'années, on n'a pas un calendrier académique stable au Sénégal. Cela a des conséquences naturellement sur le plan académique, sur le plan social, sur le plan financier. Et cela fait de l'université sénégalaise une exception. Exception dans la mesure où nous sommes l'une des rares universités du monde à ne pas avoir un calendrier académique intangible. Je vous ai parlé de l'impact financier négatif. Si on prend juste un seul exemple, pratiquement toutes les licences au Sénégal en ce moment sont délivrées sur 4 ans au lieu de 3 ans, sans pour autant que l'étudiant redouble. Alors imaginez une année de bourse, une année de salaire pour les enseignants, une année de repas, une année de subvention de l'État, cumulée sur 12 années. Ça montre que la plupart des difficultés financières notées au niveau de l'enseignement supérieur peuvent être résolues par l'enseignement supérieur lui-même s'il consent à faire l'effort de revenir à une année académique normale. Donc depuis que nous avons pris la tête du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, nous travaillons avec les acteurs et nous avons finalement décidé d'aller vers un séminaire à la fin du mois de mai pour discuter de toutes ces questions, avec l'objectif principal de rétablir le calendrier académique, mais aussi en discutant de toutes les questions connexes, par exemple le recrutement des enseignants-chercheurs, on n'en a pas en nombre suffisant, la question des vacataires qui donnent des cours dans les universités sans pour autant être recrutés, la question des chantiers que le ministère a ouverts et qui ne sont pas encore terminés et dont on a besoin pour que les étudiants ne soient pas dans l'exigu, et un certain autre, beaucoup d'autres problèmes qui sont connexes à cette question de calendrier universitaire. Et nous espérons qu'avec la participation de tous les acteurs, mais vraiment de tous les acteurs, au début du mois de juin, nous parviendrons à une solution. Une question, par exemple, qui est importante pour établir le calendrier universitaire, c'est vraiment l'orientation des bacheliers. Vous savez que depuis des années, les bacheliers sont orientés 5 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois après le bac. Cette année, nous avons un objectif très ambitieux, mais qui n'est pas impossible, c'est d'orienter les étudiants avant la fin du mois d'août. Nous y travaillons. Première journée de mise en service du bus Rapid Transit. Les conducteurs de ces véhicules témoignent de leur fierté et les usagers apprécient la sécurité et le confort à l'intérieur. Une complicité s'est même établie entre eux, selon notre reporter qui était à la gare Pape Gueye-Fall et au pôle d'échange du BRT à Petersen. Salut Oussek. Au pôle d'échange du bus Rapid Transit à Petersen, c'est le temps de battement pour ces conducteurs. Le temps de battement nous permet de souffler un petit peu. Donc on peut marcher, on peut manger tout un petit peu. Parce que ce sont des véhicules qui ont des fréquences de 6 minutes. Et on reste strictement les heures. Donc là, on reste strictement les heures. Donc on peut marcher sur le véhicule, occuper de notre occupation. Donc si ça nous soulage un peu. Pour ces conducteurs, cette première journée est remplie d'émotions et de fierté de faire partie des pionniers de ce transport au Sénégal. Je suis très fier de faire partie des premiers conducteurs du BRT. J'ai vu des usagers très satisfaits. Ils ont apprécié le professionnalisme des conducteurs. Je suis vraiment fier de ces témoignages. Je suis très content et fier également. C'est une journée spéciale. Les clients ont bien apprécié le service car ils y ont trouvé du confort et de la sécurité. Ils ont même dit qu'ils s'impatientaient pour le démarrage du BRT. À la station Pape Gueye-Fall, c'est le grand rush à cette heure de la soirée. L'endroit est pris d'assaut par les usagers qui ne cachent pas leur contentement. Je suis vraiment très ravie. C'est une bonne chose pour nous. Désormais, nous allons moins dépenser pour le transport et nous n'allons plus accuser de retard. Nous rendons vraiment grâce à Dieu. Au même moment, les arrivées des bus se multiplient. Ces quelques personnes qui rallient le centre-ville témoignent sur la qualité du service. Le BRT, c'était très confortable et adorable. Il y avait de la sécurité et aussi ces cartes aussi, c'est très bon. Et c'est très important d'en utiliser. BRT bi moom macha allah aw na yoon neex na
Le BRT est confortable et rapide. Il n'y a pas d'endossement dans le bus. Nous apprécions vraiment ce type de transport. Ce qui veut dire qu'on ne va plus accuser du retard. Toutefois, certains souhaitent la revue du prix des différents tickets. Nous avons une suggestion concernant les tickets pour Grand Dakar. 400 francs, c'est trop cher comparé à celui de Guédiawaye qui est fixé à 500 francs. Un engouement fort des populations est donc noté pour ce premier jour de mise en service du BRT. La BRT qui refuse du monde en 2 jours. Quelques 300 000 voyageurs ont été transportés par le bus Rapid Transit. Nous reviendrons avec Fanta Badji sur la réaction des usagers du BRT. La situation en Nouvelle-Calédonie, la crise s'intensifie. Des émeutes ont eu lieu partout dans la capitale. Les indépendantistes veulent le retrait de la France et de l'autre côté, le gouvernement français a déployé des renforts pour essayer de calmer justement la situation. Fatoumata Savané. Des véhicules incendiés, des magasins pillés, les manifestants et les forces de l'ordre s'affrontent dans les rues de Nouméa, capitale de la Nouvelle-Calédonie. De vives scènes de tension depuis plus de 48 heures. Les autorités ont décrété un couvre-feu et appellent au calme. L'appel au calme, il faut qu'il soit entendu de tout le monde. Des deux côtés. On est rentré dans une spirale qui est dangereuse, une spirale qui est mortelle. Les indépendantistes fustigent des réformes constitutionnelles voulues par Paris. Le gouvernement souhaite des textes qui interdisent à toute personne arrivée en Nouvelle-Calédonie après 1998 de voter. Une réforme qui crée une scission entre les habitants de l'île. Comme on dit, on est tous ensemble, c'est pour le dégel et il faut que tout le monde puisse voter. Et on est français avant tout. Si le dégel du corps électoral passe, ça veut dire qu'il éteindra en fait la lutte du peuple kanak. Après cette situation de crise, le vote a été reporté ultérieurement. La situation en Nouvelle-Calédonie inquiète après ces émeutes. 5 décès ont été enregistrés. Des dégâts matériels énormes ont été constatés dans la capitale Nouméa. Cette crise sévère et ces émeutes, depuis le début de la semaine, ont été causées après le rejet par des indépendantistes des réformes institutionnelles mises en place. Voici le professeur Mamadou Ali Diallo, spécialiste en relations internationales. Il se prononce sur cette situation. Il s'agit d'une situation qui perdure. C'est la politique extérieure de la France qui s'exprime dans un pays qui s'appelle Nouvelle-Calédonie. Quand je dis la politique extérieure de la France, c'est juste pour dire que c'est la France qui a colonisé la Nouvelle-Calédonie. Et malgré les dispositions de la Charte des Nations Unies qui demandent aux États colonisateurs de donner leur indépendance si vous voulez, aux pays anciennement colonisés, la France aujourd'hui est l'une des rares, s'il n'est pas la seule, c'est l'une des rares puissances aujourd'hui qui continue encore à avoir, si vous voulez, une colonie en Afrique. Je veux dire en Afrique, également dans les pays du tiers-monde, ce qu'ils appellent le département d'outre-mer. La Nouvelle-Calédonie fait partie de ce pays-là. Alors les questions fondamentales qui se posent, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, la France a la mainmise sur les ressources naturelles. Vous savez que la Nouvelle-Calédonie a les 5e des réserves mondiales en nickel. C'est un pays également qui a sur le cuivre, c'est un pays qui a du cobalt, c'est un pays qui est très riche. Donc la France refuse de donner son indépendance à si vous voulez, la Nouvelle-Calédonie. Et c'est ce qui justifie aujourd'hui que la France, avec son ancien système, consiste à diviser pour régner, à diviser le pays en 2 catégories, ceux-là qui sont pour l'indépendance et ceux-là qui ne sont pas pour l'indépendance. Mais en réalité, la domination de la France est plus grave que 5 morts. La domination de la France, je vous dis que la France occupe ce pays, je ne voulais pas dire depuis 1800, depuis le 19e siècle. Et la France refuse. Si je vous dis qu'aujourd'hui la monnaie de la Nouvelle-Calédonie est frappée par la France, si je vous dis qu'aujourd'hui c'est la France qui exerce le pouvoir de sécurité dans ce pays-là, si je vous dis qu'aujourd'hui même les ressources naturelles sont accaparées par la France, la monnaie de ce pays-là est frappée par la France, c'est plus grave. La Charte des Nations Unies dispose que tout peuple a le droit de disposer de lui-même.
La Nouvelle-Calédonie, c'est un peuple. Ils ont le droit de disposer d'eux-mêmes. Ils ont soi-disant organisé des référendums. Les référendums sont illégitimes et illégaux. Parce qu'un peuple, on ne peut pas lui imposer aujourd'hui la présence de notre pays. C'est comme si je viens chez vous, je vous dis, bon, je divise votre famille en deux parties. Quels sont ceux qui sont pour moi et quels sont ceux qui sont contre moi? Il n'y a personne qui doit être pour moi parce que je suis étranger chez vous. C'est exactement la position de la France aujourd'hui. C'est ce qui alimente aujourd'hui les débats. Et la France doit être traduite devant les Nations Unies pour que ça cesse enfin. Il faudrait que les pays anciennement colonisés soient indépendants, libres. La solution la plus simple, c'est que la France se retire d'un pays étranger. Ils imposent leur volonté, mais ils donnent un statut de citoyen de seconde zone aux ressortissants de la Nouvelle-Calédonie. Qu'est-ce que le peuple aujourd'hui veut? Le président Ousmane Sonko le dit souvent. Nous avons envie aujourd'hui d'avoir ce qu'on appelle une souveraineté globale, multiforme. Souveraineté sur nos ressources, souveraineté sur la définition de nos politiques, souveraineté sur le choix de nos dirigeants. Aujourd'hui, c'est que la Nouvelle-Calédonie n'a pas. Il faudrait que la France se démarque. La France laisse tomber aujourd'hui ces pays-là. Vous connaissez la position du Premier ministre italien vis-à-vis de la politique de la France. Le Premier ministre italien a dit aux Français, si aujourd'hui vous êtes puissants, c'est parce que vous avez un interland. Vous avez des zones UEMOA, vous avez des zones CEDEAO, vous avez des zones dans lesquelles vous avez la même mise sur tout. Et si aujourd'hui vous laissez tomber vos colonies, vous allez quitter peut-être la 6e puissance mondiale pour arriver à la 16e place mondiale. C'est ça la vérité crue. Donc vous prenez un pays comme l'Allemagne n'a pas colonisé. Si vous prenez un pays comme l'Italie, c'est la même chose. L'Angleterre qui avait colonisé, l'Angleterre s'est retirée. Il ne reste que la France aujourd'hui qui s'agrippe sur ces États-là. Et donc la solution pour faire court, c'est que la France aujourd'hui se démarque, que la France quitte les pays qu'elle est en train de coloniser et la paix reviendra dans le monde. Le Premier ministre et président de PASTEF et Jean-Luc Mélenchon, fondateur de la France Insoumise, ont animé cet après-midi une conférence à l'UCAD. Le thème tournait autour des relations entre l'Afrique et l'Europe. Nous écoutons les deux leaders au micro de Seina Anunfal. Il nous est demandé aujourd'hui d'échanger sur l'avenir des relations entre l'Europe et l'Afrique. Mais il faut entendre plus particulièrement les relations entre la France et l'Afrique et entre la France et le Sénégal. Les liens qui unissent nos continents sont empreints d'une histoire complexe, façonnée par des récits entremêlés de souffrances et d'aspirations. Il est très difficile de parler de l'avenir sans faire de temps en temps quelques incursions dans un passé qui n'est pas forcément reluisant. L'Afrique, berceau de l'humanité, a été trop souvent le théâtre d'une exploitation injuste, dictée par des intérêts extérieurs. Aujourd'hui, nous nous trouvons à un tournant décisif pour la nécessité de réévaluer ces schémas historiques et de promouvoir un partenariat équitable s'impose avec une urgence sans précédent. Je sais que c'est un moment politique particulier et je veux vous en parler pour que, dans la ferveur du moment qui est partagé, on ne perde pas de vue ce qui est en cause, ce qui est en train de se faire. Le moment est historique parce que le Sénégal a ouvert, par l'action de son peuple, une voie particulière qui est celle de la révolution citoyenne, s'achevant après une résistance populaire payée de morts et de martyrs par une victoire électorale. C'est-à-dire par un processus que nul ne peut contester puisqu'il exprime sous sa forme la plus pure et la plus nette la volonté et la souveraineté du peuple sénégalais. Arrivée de l'unité flottante de production et de stockage de gaz sur le champ GTA à la frontière sénégalo-mauritanienne ce samedi 11 mai 2024, le FPSO, après 6 jours de voyage depuis les Canaries de Las Palmas, Tenerife, achevé justement à 92,5%. Le reste des activités sera complété dans les eaux sénégalo-mauritaniennes où le FPSO sera mis en service en vue de la production du gaz. Le FPSO sert à faire un premier traitement du gaz. La mise en service de ce navire est une étape importante par l'interconnexion avec les différents équipements sous-marins avant le démarrage de cette usine flottante, le FPSO donc. Faut-il renégocier les contrats de partage de production des hydrocarbures? Le débat sur ces accords entre plusieurs entreprises et l'État se pose.
Nombre d'experts estiment que le Sénégal doit s'appuyer sur le levier coût du pétrole. Que faire alors en cas d'infraction? Réponse dans la rubrique économie de ce jeudi avec Aminata Bengfal. Dans quelques mois, le Sénégal fera son entrée dans le cercle restreint des pays producteurs d'hydrocarbures. La question de l'exploitation du pétrole et du gaz, notamment les contrats de partage de production avec certaines compagnies pétrolières, est de plus en plus soulevée. Le contrat de partage de production, encore appelé CPP, c'est un accord passé entre plusieurs compagnies et un État, dont l'élément fondamental est la production. Et comme son nom l'indique, contrat de partage de la production. Quels sont les avantages que peut offrir ce contrat? À la différence d'un contrat très répandu également, qui est le contrat de concession, qu'on utilise également dans les mines, au niveau du contrat de partage de production, un de ses avantages, c'est qu'il confère à l'État des prérogatives beaucoup plus larges et étendues dans la réalisation de suivi des opérations pétrolières. Dans le contrat de la concession, par exemple, l'État a beaucoup plus un rôle que de collecteur d'impôts. Dans les contrats de partage de production, les dépenses effectuées en phase de recherche, de développement et d'exploitation entrent dans les coûts de production. Le remboursement se fait dans un premier temps avant le partage de produits pétroliers, appelé profit oil. Dans le CEPP, l'État bénéficie d'une prérogative, c'est l'État qui mène les opérations. Le pétrolier lui fait une proposition. Rien n'empêche nos États de recourir à des spécialistes, à des experts, pour apprécier et contrôler les propositions des méthodes de production. C'est pour ça que les États ne participent jamais, en termes d'engagement financier, à toutes les opérations d'export. Elles n'attendent que la période de production pour pouvoir prendre une participation. La question de la renégociation des contrats de partage de production fait actuellement débat au Sénégal. Et dans ce cas de figure, notre pays a deux options. La première option, c'est l'accord des parties. C'est-à-dire les parties décident, vu que c'est des accords qu'ils ont mis en place, de s'asseoir en vue de pouvoir renégocier certains termes. L'autre option qui est offerte, qui est proposée par le dispositif législatif au Sénégal, c'est le recours à l'arbitrage, c'est-à-dire le recours à un tiers extérieur en vue de pouvoir régler ce différend, vu que les parties n'ont pas réussi à s'entendre. Et dans le cas précis du Sénégal, il avait un recours au CIRDI. Et pour revoir les contours des contrats, il faut un certain nombre de préalables. La négociation n'est possible que dans ce cas-là, s'il y a eu des infractions. S'il n'y a pas eu des infractions, l'autre possibilité de renégociation viendrait du fait qu'il y a quelque chose, ce qu'on appelle en droit, une imprévision qui fait que la partie qui se sent lésée demande à renégocier sur la base de l'imprévision. Donc on ne peut pas à ce niveau, nous, en tant qu'experts, vous dire est-ce que c'est il y a eu une fraude à la loi, ou le gouvernement actuel se base sur la notion la notion d'imprévision. Des conditions pour la renégociation des contrats, et cela n'est pas sans conséquence. Si les États se mettent à renégocier tout le temps les contrats, ça peut avoir une image sur le climat des affaires dans le pays, et donc pouvoir être un frein ou une réticence, mais aussi à l'attrait du pays pour les investisseurs étrangers. L'impact des contrats de partage de production sur les économies nationales, c'est le thème de cette deuxième édition des Journées Pétrole. Une tribune d'échange dont l'objectif est de renforcer les acteurs pour mieux tirer profit de l'exploitation des hydrocarbures. Une délégation composée d'entrepreneurs rwandaises s'est rendue ce mercredi à la DRFJ, issue du milieu des industries créatives et culturelles et particulièrement de la mode. Ils sont venus s'inspirer du modèle sénégalais pour l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Des perspectives de partenariat entre entreprises sénégalaises et rwandaises ont été dessinées. Amadou Diallo.
Le modèle DER/FJ inspire au-delà des frontières. Ils sont une dizaine d'entrepreneurs rwandais à effectuer cette visite de parangonnage ou benchmarking au sein des installations de la DER. Ces entrepreneurs évoluant dans le domaine de la mode et des industries culturelles et créatives ont pu avoir une vision globale des actions de la DER en faveur d'un entrepreneuriat inclusif. On a vu que la DER fait tant de choses en tant que supporteur des industries créatives et culturelles. Ils ont commencé par le financement, nous on veut commencer par l'éducation, mais notre but c'est d'avoir un support pour tout l'écosystème en tant qu'un hub qui peut donner de la place où travailler. Ils ont ça ici, des programmes d'éducation, ils ont ça ici, et aussi le financement. Ça a été vraiment très éducatif et on veut bien regarder ce modèle, faire ça aussi au Rwanda. Le Rwanda aussi a été très pragmatique aussi, dans le sens où je pense qu'ils sont très prêts à vraiment collaborer, à renforcer aussi leur écosystème de mode, parce qu'il faut le dire, le Sénégal est en avance aujourd'hui dans le secteur de la mode, parce que ça fait plusieurs décennies que voilà, il y a des structures qui sont là. Et c'est un pays de la mode, c'est un pays d'artisans. Donc aujourd'hui, il y a pas mal d'échanges en termes de formation. Et pour le Rwanda aussi, pas mal de choses en termes d'innovation qui peuvent ramener au Sénégal. La DER/FJ s'engage plus que jamais au service de l'entrepreneuriat. Elle est prête à offrir son expertise et son expérience pour le développement des initiatives des jeunes Africains. Ils sont venus s'imprégner du modèle de la DER et essayer de dupliquer le modèle à l'étranger, donc dans leur pays. Sur les ICC, par exemple, nous leur avons expliqué l'accompagnement que nous avons fait pour les acteurs qui sont ici au Sénégal, qui sont dans le secteur de la production audiovisuelle, par exemple, les secteurs de l'animation, qui ont besoin d'être structurés parce qu'ils sont plus dans l'informel et qu'on a besoin de les accompagner, de les structurer pour qu'ils puissent vivre de leur art comme ce qui se fait à l'étranger. Et ça, c'est des échanges qui ont été vraiment très intéressants entre nous, la DER/FJ, et nos autres du Rwanda. Outre la DER, la délégation rwandaise a eu également à visiter la Chambre des métiers et les tapisseries de Thiès, mais aussi des entrepreneurs sénégalais de l'écosystème de la mode. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition. Rendez-vous à 23h pour notre journal sur la première chaîne de télévision sénégalaise.